Et comme chaque lundi, j'accueille Fahd Elaqi pour sa chronique politique. Bonsoir Fahd. Bonsoir Nadia. Et ce soir, il est question précisément de la retraite que tient à Sreret, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Alors, quelle importance revêt pour le Maroc le fait d'abriter une telle rencontre ? Alors, il faut juste peut-être préciser que ce Conseil de la paix et de la sécurité est pour l'Union africaine ce qu'est un peu le Conseil de sécurité pour l'Organisation des Nations Unies. Comprenez donc que c'est un des organes les plus importants, les plus influents dans l'architecture ou la structure de cette organisation panafricaine. D'ailleurs, comme pour le Conseil de sécurité de l'ONU, ce Conseil de paix et de sécurité africain, il comprend 15 États membres, sauf que là, il n'y a pas de membres permanents, comme on peut le voir à l'ONU avec un droit de veto. Il y a 15 États membres qui ont des mandats de 2 ou 3 ans selon les cas. Le Maroc a d'ailleurs décroché un mandat de 2 ans en 2018, un mandat qui court jusqu'en 2020. Il est aujourd'hui membre de ce Conseil et comme vous l'avez dit, il sera prochainement il prendra la présidence de cet organe de l'Union africaine. Et donc le fait que ce conclave, que cette retraite de ces États membres, en fait des représentants de ces États membres choisissent le Maroc pour cette retraite, en fait est une sorte de reconnaissance pour le Royaume, pour son dynamisme dans justement ce processus de réforme que lance l'Union africaine. Ça démontre que c'est un membre actif, entreprenant, qui prend des initiatives et qui est justement fortement impliqué dans toutes les réformes qui touchent à l'Union africaine et notamment précisément ce Conseil paix et sécurité. Alors, de quoi vont discuter les membres du Conseil paix et sécurité durant ces 3 jours de conclave à Sreret, Fahd ? Alors, c'est leur 12e retraite du genre, donc c'est un processus qui a été enclenché il y a plusieurs mois et donc cette retraite va, s'inscrire évidemment dans le prolongement des précédentes et les participants, comme vous l'avez signalé au début du journal, vont débattre essentiellement des méthodes de travail de cet organe, mais aussi des questions d'actualité touchant à la paix et la sécurité dans le continent. D'ailleurs, le communiqué du ministère des Affaires étrangères explique ou déroule un peu les thématiques qui seront traitées, notamment l'action de ce Conseil pour la prévention et la consolidation de la paix en Afrique, les méthodes de travail, comme on a dit, de cet organe, mais aussi les défis de la gestion des crises et le règlement des conflits. Il faut surtout préciser par rapport à tout cela que le Maroc, en rejoignant ce Conseil, il s'est très vite, imprégné et impliqué dans le processus de réforme pour lequel ça revêt une importance particulière, justement. Et donc les diplomates du Royaume arrivent aujourd'hui à ce conclave, d'ailleurs, bien préparés, bien outillés, parce que le Royaume a abrité le mois dernier, au début du mois de mai précisément, une conférence, justement, intitulée, qui traite justement sur les méthodes dédiées précisément à ces méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité. Donc les conclusions de ce séminaire, qui confirment encore une fois l'impératif d'engager des réformes, seront forcément présentées et discutées par les participants lors de ces réunions tenues à Sreret. Une dernière question, Fahd, par rapport à ce Conseil paix et sécurité. Quelle position adopte-t-il par rapport à la question nationale du dossier du Sahara ? Oui, bien sûr, c'est une question très importante. Il faut savoir qu'auparavant, la littérature et les décisions de ce Conseil avaient un temps ou adoptaient un temps assez agressif, voire même hostile au Maroc par rapport à ce différend territorial qui est le conflit du Sahara. Et c'était tout à fait normal parce que, comme vous le savez, le Maroc était absent des structures de l'Organisation de l'Union africaine. Et donc, du coup, ça laissait le champ totalement libre aux adversaires de véhiculer et de défendre leurs thèses séparatistes. Par contre, depuis le retour du Maroc au sein de la famille africaine, depuis ce fameux sommet de chefs d'État qui s'est tenu à Addis Ababa et qui était historique et marqué par la présence du roi Mohamed VI, la donne a totalement changé. Complètement, le traitement du Sahara a complètement pris une autre tournure par toutes les instances de l'Union africaine. Ce Conseil paix et sécurité, par exemple, il y a eu un précédent historique en février dernier. Pour la première fois, ces rapports, ou ces inthèses, ces décisions n'évoquent et ne font aucune référence
justement à ce conflit du Sahara et ça confirme, et je veux dire, il s'aligne un peu sur la position des chefs d'État prise dans un précédent sommet fait en juillet 2018 à Nouakchott, et qui a justement confirmé, on va dire, la suprématie de l'Organisation des Nations Unies quant à la résolution de ce conflit. C'est le seul organe habilité à discuter ce conflit. Par contre, si vous voulez, l'Union africaine a créé un autre mécanisme, la Troïka africaine. Il a créé dedans, on va dire, un mécanisme pour justement soutenir les efforts qui sont effectués au sein de l'ONU pour la résolution de ce conflit. Et quelques semaines d'ailleurs après, je veux dire, le sommet de février, il y a eu cette conférence de Marrakech avec la participation des 2 tiers des membres de l'Union africaine qui ont encore une fois confirmé, je veux dire, que l'ONU est le seul organe habilité à, je veux dire, essayer de trouver une solution à ce problème et que l'Union africaine, avec ses structures, est là juste pour soutenir les efforts de l'ONU sur ce dossier. Là, on mesure justement toute l'importance de ce retour du Maroc au sein de l'Union africaine, parce qu'il peut agir de l'intérieur, parce qu'il peut influer de l'intérieur. Et il ne s'agit pas uniquement, je veux dire, de ce conflit territoire qui est le Sahara, mais on a aperçu et on perçoit quand même un nouvel élan de cette Union africaine qui essaye de se réformer depuis le retour du Maroc en son sein. Merci Fard Herakli pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat et que vous êtes chroniqueur politique pour Medi 1 TV.